العلمانيون يحتاجون إلى خارطة طريق. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV. Je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 1er août. Voici les titres de ce journal. Quelques heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de 72 heures entre Israël et le Hamas, Tsahal annonce la reprise des combats. Bilan, plus de 50 Palestiniens tués par des bombardements israéliens près de la ville de Rafah. 69e anniversaire de l'armée libanaise. Selon son commandant, l'institution militaire a vaincu toutes les menaces contre sa coexistence. La traditionnelle remise des diplômes aux nouveaux officiers n'a pas eu lieu, faute de vacances présidentielles. Depuis quelques Fouad Seniora dénonce le blocage au niveau de la présidentielle libanaise. Le chef du bloc parlementaire du futur estime que cette vacance mortelle a des effets négatifs à tous les niveaux. Et à suivre également dans ce journal, en Ukraine, plus de 60 experts sont à pied d'œuvre sur le site où s'est écrasé l'avion de la Malaysia Airlines, alors que des rebelles pro-russes ont tué au moins 10 parachutistes de l'armée ukrainienne. D'abord, le point sur la situation à Gaza. La trêve entre le Hamas et Israël n'aura tenu que quelques heures. Le cessez-le-feu a volé en éclats moins de 6 heures à peine après sa mise en vigueur, ce matin à 8 heures. Les deux parties s'étaient en effet accordées sur une trêve de 72 heures, censée permettre des négociations indirectes. C'est près de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, que des violences ont été rapportées. Au moins 50 Palestiniens sont morts dans des bombardements israéliens. De leur côté, les autorités israéliennes ont accusé le Hamas et d'autres factions combattantes palestiniennes de violations flagrantes. Tsahal a par ailleurs annoncé la possible capture de l'un de ses soldats, mais sans plus de détails. Le Hamas, lui, affirme qu'un officier israélien a bien été capturé, mais avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. La trêve conclue hier soir sous l'égide de l'ONU et des États-Unis devait être la plus longue depuis le début de l'opération israélienne le 8 juillet. Côté palestinien, le bilan s'élève désormais à 1500 morts au moins, auxquels s'ajoutent quelques 7000 blessés. L'armée israélienne, qui a lancé une phase terrestre le 17 juillet, fait état pour sa part de 61 soldats tués et 400 blessés. 69e anniversaire de l'armée libanaise. Dans son ordre du jour aux militaires, le commandant en chef, le général Jean Ahouaji, a souligné que l'institution a vaincu toutes les tentatives qui visaient à déstabiliser sa coexistence. À cause de la vacance présidentielle, la traditionnelle cérémonie de graduation des élèves officiers a été annulée. Comme le veut la tradition, c'est le président qui remet épée et diplôme aux élèves officiers qui achèvent leur formation militaire. Une cérémonie a toutefois eu lieu à l'école militaire de Feyadieh. Environ 280 élèves officiers accédant au grade de lieutenant se sont vus remettre leur diplôme par le chef de l'école militaire. De son côté, le ministre de la Défense, Samir Mokbel, a appelé à l'unité, estimant que l'armée est une planche de salut, la garante de la paix civile et celle qui fait face aux groupes terroristes et à Israël. La vacance de la présidence est mortelle et engendre des effets négatifs à tous les niveaux. Voilà la mise en garde de Fouad Seniora. Le chef du bloc parlementaire du futur s'exprimait à l'issue de sa rencontre avec le patriarche maronite Tchalarai Abkelke. Il a ainsi martelé qu'il n'est plus permis de faire obstruction au scrutin, précisant qu'il veut un chef de l'État fort qui puisse représenter la coexistence libanaise selon la Constitution. Rappelons que le Liban est sans président depuis la fin du mandat de Michel Sleiman le 25 mai dernier. La 10e séance plénière a été fixée au 12 août. Concernant les événements en Irak et en Syrie, Seniora a rappelé que la position du bloc du futur est claire. Selon lui, ce qui se passe dans la région est dû à la présence de régimes autoritaires qui créent et importent des organisations extrémistes telles que Daesh. Pour sa part, le député des forces libanaises, Georges Hadouen, estime que seul l'État protège les chrétiens, les minorités et le Liban contre Daesh ou toute autre organisation extrémiste. Dans des propos quotidiens à Jumhuriya, il a également critiqué les États-Unis et l'Occident pour leur incapacité à protéger les chrétiens d'Orient. Selon lui, les condamnations ne suffisent pas en Irak. Il faut urgemment trouver des solutions, notamment à travers un État démocratique civil qui accepte le pluralisme. Quant au vide présidentiel, Hadouen a assuré qu'il n'y aura aucun progrès tant que le tandem Aoun-Hezbollah bloque tout accord.
En Irak, plus de 1600 personnes ont été tuées pour le seul mois de juillet. Il s'agit en majorité de civils, selon ce bilan établi par les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Santé. En juin, l'Irak avait enregistré son mois le plus meurtrier depuis 2007, avec plus de 2000 personnes tuées dans des violences. Le pays fait face à une offensive d'insurgés menée par les djihadistes ultra-radicaux de l'État islamique. Ils se sont emparés de larges pans de territoire dans le nord et l'ouest. Dans un instant, nous ferons le point sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. 729 morts au moins en Afrique de l'Ouest. Depuis le mois de février, l'épidémie de virus Ebola est la plus grave jamais enregistrée. Rien qu'en Guinée, la maladie a fait 57 décès en 3 jours, fin juillet. Autre pays très affecté, la Sierra Leone, dont le président a décidé de renforcer la lutte contre le virus en proclamant l'état d'urgence. La maladie, souvent mortelle, est classée parmi les plus virulentes par l'Organisation mondiale de la santé. Ses symptômes sont la fièvre, une faiblesse intense, des diarrhées et des vomissements. L'OMS va débloquer 100 millions de dollars. Au Nigeria, des contrôles de passagers ont été mis en place dans certains aéroports. Plusieurs dizaines de médecins et d'infirmiers sont morts en soignant des patients. Explication. C'est une maladie qu'on n'attrape pas en se serrant la main ou en s'échangeant des billets au marché. C'est une maladie en fait qu'on attrape en prenant soin des autres, c'est-à-dire avec des contacts rapprochés. Et d'ailleurs, ceux qui tombent malades, ce sont la famille, les membres de la famille, les amis et le personnel soignant, pas les autres. On peut toujours craindre des cas importés, c'est-à-dire qu'une personne en incubation qui a l'air en pleine santé soit déjà porteuse du virus, arrive en Europe, en France par exemple, et tombe malade. Ça peut très bien arriver, ou une personne malade arrive déjà malade. La Soudanaise chrétienne condamnée à mort est arrivée aux États-Unis accompagnée de ses 2 enfants et de son mari. Myriam Ibrahim Teyaishag avait été condamnée à la peine capitale pour avoir refusé de se convertir à l'islam, puis acquittée après une mobilisation internationale. À son arrivée à Philadelphie, elle a été saluée par le maire comme une combattante de la liberté dans le monde. Après avoir quitté le Soudan la semaine dernière avec l'aide du gouvernement italien, la famille a passé 8 jours à Rome où Ishag a rencontré le pape François. Née d'un père musulman et d'une mère chrétienne orthodoxe qu'il a élevée dans sa confession, elle s'est convertie au catholicisme juste avant d'épouser son mari chrétien fin 2011. En Ukraine, au moins 10 soldats ont péri cette nuit dans une attaque au mortier menée par les rebelles pro-russes. Cela s'est produit près de la ville de Shakhtarsk, à 25 km environ du lieu du crash de l'avion de la Malaysia Airlines abattu le 17 juillet dernier. Les parachutistes se rendaient d'une base à une autre. Ils ont été pris sous le feu d'obus de mortier et de tirs de blindés. Par ailleurs, une soixantaine d'experts sont à pied d'œuvre sur le site du crash. Le travail de récupération et de collecte est en cours. Si la plupart des corps ont pu être récupérés et transférés hors du site, des restes humains et des effets personnels doivent encore être sécurisés sur place. La collecte et l'analyse des pièces de l'avion vont contribuer à déterminer précisément ce qui s'est passé et à compléter les données déjà récupérées via les boîtes noires de l'appareil. Nuit meurtrière à Taïwan, une série d'explosions de gaz a fait au moins 24 morts et plus de 270 blessés à Kaohsiung, grande ville portuaire du sud du pays. Plus tôt cette nuit, les pompiers avaient reçu des appels à propos de fumée sentant le gaz. La puissance des explosions a déclenché d'importants incendies et provoqué des destructions de routes. Selon un témoin, les déflagrations faisaient penser à un puissant tremblement de terre. 1400 soldats ont été mobilisés pour participer au secours et au déblaiement. Les dommages sont limités à un périmètre d'environ 3 km². Une enquête est en cours pour élucider l'origine de cette catastrophe. Les autorités avancent que le gaz était vraisemblablement du propane, mais rien n'est encore sûr. L'Argentine en défaut de paiement. Les agences Fitch et Standard & Poor's ont déclaré la dette du pays en défaut partiel, à la suite de quoi la bourse de Buenos Aires a perdu 8,40%. Le défaut de paiement porte sur 539 millions de dollars, une somme versée par la Banque centrale d'Argentine fin juin, mais bloquée à New York par une décision judiciaire. La présidente Cristina Kirchner crie à l'injustice, mais reste optimiste alors qu'une nouvelle réunion est prévue aujourd'hui à New York pour trouver une solution de rachat de la dette. Le ministre argentin de l'économie, lui, refuse que l'on emploie le terme de défaut de paiement pour qualifier la situation de son pays.
400 000 $, c'est le montant déboursé par un acquéreur anonyme pour des gants ayant appartenu au boxeur Muhammad Ali. Il s'agit de la paire qu'il portait lors de son combat du siècle contre Joe Frazier en 1971 au Madison Square Garden de New York. Le match avait pour enjeu le titre mondial des lourds, dont Muhammad Ali avait été déchu pour avoir refusé de servir au Vietnam. Joe Frazier l'emporta au bout de 15 reprises. Muhammad Ali remporta la revanche 3 ans plus tard, toujours au Madison Square Garden, puis la Belle en 1975 à Manille. Le château de Versailles s'habille en Dior pendant les travaux. Depuis hier, une toile géante de 2000 m² recouvre le chantier de restauration du pavillon Dufour jusqu'en mars 2015. La célèbre maison de couture accueille les visiteurs avec un trompe-l'œil qui met en scène des modèles historiques et contemporaines de la marque, accoudés à une fenêtre donnant sur la célèbre cour royale. Le créateur de la toile, Pierre Delavie, avait déjà créé une œuvre similaire en 2011 de l'autre côté de la cour royale pour couvrir des travaux de restauration des toitures et des façades du corps central du château. Ce mécénat signé Dior n'est pas une première dans l'histoire du château de Versailles. La marque a déjà tourné plusieurs spots publicitaires au sein du monument. Réaction. Moi, tout mon travail est un jeu avec la réalité, avec le réel. Donc j'essaye avec certains éléments juste, d'amener le regard des passants un petit peu ailleurs. C'est pas beaucoup ailleurs, ça s'appelle ça la réalité d'à côté. Et ça permet, tout à coup, la personne elle est là et pendant un quart de seconde, elle sait plus très bien où elle est. Elle sait plus très bien si elle est dans le réel, si elle a rêvé. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Avec Dior, c'est une collaboration qu'on a déjà sur plusieurs œuvres dans le monde. Et j'ai une carte blanche absolue. Et bien évidemment ici, c'était formidable de voir, de mettre ces belles femmes ici qui se prêtaient tellement au cadre. Et je pense qu'il y a de toute façon une adéquation parfaite entre Dior et Versailles. Moi, je trouve ça plutôt réussi parce que c'est bon. Ça cache naturellement les travaux qui sont en cours, mais ça met aussi une certaine animation. C'est bon, esthétiquement, c'est beau. Je ne savais pas que c'était des modèles de Dior, mais en les voyant de plus près, effectivement, je trouve ça intéressant. Et avant de refermer ce journal, une histoire digne d'un polar. Le plus grand mystère entoure la disparition de 51 kg de cocaïne au 36 quai des Orfèvres, le siège de la police judiciaire à Paris. La drogue, qui pourrait représenter plusieurs millions de dollars à la revente, avait été saisie début juillet par la brigade des stupes et avait été entreposée, comme il est d'usage, dans une pièce sécurisée et blindée. Et depuis quelques jours, plus aucune trace. L'enquête s'annonce particulièrement délicate. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Quelques heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de 72 heures entre Israël et le Hamas, Tsahal annonce la reprise des combats. Bilan, plus de 50 Palestiniens tués par des bombardements israéliens près de la ville de Rafah. 69e anniversaire de l'armée libanaise. Selon son commandant, l'institution militaire a vaincu toutes les menaces contre sa coexistence. La traditionnelle remise des diplômes aux nouveaux officiers n'a pas eu lieu, faute de président de la République. Depuis Pkelke, Fouad Segnola dénonce le blocage au niveau de la présidentielle libanaise. Le chef du bloc parlementaire du futur estime que cette vacance mortelle a des effets négatifs à tous les niveaux. Et puis en Ukraine, plus de 60 experts sont à pied d'œuvre sur le site où s'est écrasé l'avion de la Malaysia Airlines, alors que des rebelles pro-russes ont tué au moins 10 parachutistes de l'armée ukrainienne. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. اللبنانيون يحتاجون إلى خارطة طريق.